Quentin Paquet, très présent au conseil communautaire, est d'accord pour être secrétaire de séance. Non, mais il est très présent partout, c'est pas ce que je veux dire. Mais, et je vous propose d'approuver le procès-verbal du conseil communautaire du 11 mars. Est-ce qu'il y aurait des questions, des observations? Ah, faut faire l'appel, pardon, oui. Euh, non, mais c'est vrai qu'on peut gagner du temps quand on fait pas l'appel. Patrick Romestin pour l'appel. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil. Simone Christin Lafont a donné pouvoir à Pierre Barthélémy, Jean-Claude Garde a donné pouvoir à Serge Desrory, Quentin Paquet, Robert Rogeff, Anne Jean-Jean, Clément Gaumont, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge Desrory, Frédéric Serret. Oui, merci. Allez, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotot, Valérie Goudefard, absent excusé, Pierre Giraud, Patrice Couchot a donné pouvoir à Christophe Basile, Marc Pellardi, Christiane Brun-Jarry, Roland Bost a donné pouvoir à André Gay, Georges Thomas, Karine Gambray, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran remplacé par Vivien Brouillat, Christian Cassoulou remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrat, Valérie Alvic a donné pouvoir à François Forcher, Jean-Philippe Montagne, Élodie Thévenet, Pascal Roche, Serge Grandjean a donné pouvoir à Nicole Géraudon, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, pardon, Marie-Gabrielle Pfister, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin, Roland Bonnefoy, Thierry Gouby, Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost, René Avril, Bernard Coutançon, Christophe Basile, Présent. Christiane Baillet a donné pouvoir à Gérard Vernet, Abderrahim Bentayeb a donné pouvoir à Cindy Jardina, Jean-Yves Bonnefoy en retard a donné pouvoir à Cécile Mariette, Pierre Contrino a donné pouvoir à Géraldine Dergelet, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet, Catherine Doublet a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier, Jean-Marc Dufix, Jean-Paul Forestier, Cindy Jardina, Martine Grivillère a donné pouvoir à Bernard Cotier, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout, Gérard Barou, Michel Robin remplacé par Jocelyne Barrier, Pierre Garbil, Monique Ray remplacée par Agnès Guittet, Christelle Masson, Stéphanie Chaptu, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer a donné pouvoir à Rachel Meunier-Favier, Michel Jourjon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Évelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Présent. Jean-Pierre Bras, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin a donné pouvoir à Gilbert Lorenzi, René Françon, Flora Gauthier, Alain Laurendon, Nathalie Legal a donné pouvoir à Pascal Pelou, Gilbert Lorenzi, François Madvet, Pascal Pelou, Ghislaine Poyer a donné pouvoir à Alain Laurendon, Carole Tavitien a donné pouvoir à François Madvet, Éric Lardon, pouvoir à Marcel Jouara, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard a donné pouvoir à Martine Charles, Rambert Paillard, Jean-Marc Dumas, Christian Soulier, Annie Ostar, André Gachet, Frédéric Pugnet, Pierre Revers remplacé par Nicole Pardon, Michael Miomombre, Jean-René Jandel, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère, Christophe Breton, pouvoir à Thierry Gouby, Julien Ronzier, Dominique Guillain, Gilles Thomas, André Barthélémy, Yves Martin, Patricia Carrette, Thierry Hareux, Nicole Pinet, Gérard Feslon, Alexandre Palmier a donné pouvoir à Alban Fontenil, Yves Duport, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, Hervé Pironnet et Bertrand Daval, remplacé par Patrice Potoni. Merci. Merci Patrick. Le quorum étant largement atteint, nous pouvons poursuivre par l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 11 mars. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des observations sur ce compte-rendu? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je laisse la parole à Olivier Joly, vice-président en charge des finances, pour les délibérations, quand même, je dois le dire, relativement importantes, même si toutes les délibérations sont importantes, le vote du budget reste un moment relativement
symbolique et capitale. Olivier, à votre appui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va essayer d'être le plus clair possible. C'est vrai que le temps aujourd'hui se prêtait plus à faire un barbecue dehors que se renfermer pour un budget, mais bon, on va faire en sorte que ce soit le plus léger possible. Le premier sujet, honnêtement, est le plus léger aussi, parce que c'est simplement d'autoriser à verser des subventions d'équilibre sur certains budgets, et notamment le budget atelier partagé et sur le budget transport. Donc la note était suffisamment précise pour vous expliquer tout ça. C'est simplement une autorisation à donner pour faire ces versements entre le budget général et donc ces budgets annexes. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le deuxième sujet, on commence déjà à rentrer dans le vif des sujets de ce soir. Le produit de la taxe GEMAPI, on l'a mis en place voilà quelques années. Vous savez, c'est une taxe qui est affectée, donc simplement par rapport au coût réel de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Depuis le début, on lève 1,5 million d'euros. On vous propose de reconduire ce même montant pour couvrir les dépenses de ce service. Stéphanie, elle est là, Stéphanie? Elle est cachée. Si tu voulais... Bonsoir, oui, je suis là. Bonsoir à toutes et tous. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport à la conférence des maires et le budget qui avait été présenté justement par rapport à la taxe GEMAPI et un petit rajout, et vous avez été annoncé qu'il avait été consommé donc sur 2024 2 386 053 €, sauf qu'il n'avait pas été tenu compte des subventions que nous avons reçues puisque les postes sont très subventionnés, notamment par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et que le total dépenses et recettes est de 1,3 million au niveau de la GEMAPI, ce qui veut dire que l'enveloppe n'a pas été totalement consommée, mais en tout cas, ce n'est pas 2 386 053 € qui ont été dépensés, mais le reste à charge, 1,3 million pour Loire-Forêt Agglomération. Voilà, je vous remercie. Oui, bonsoir à tous. J'en profite, comme à la conférence des maires, j'avais posé la question et qu'on m'avait répondu qu'on aurait prochainement un compte-rendu sur le fonctionnement et le budget de la GEMAPI sur l'exercice du mandat. Donc, bah, voilà, ça permettra d'y voir plus clair. Donc, merci. Il y a quelqu'un qui joue de la musique, mais bon, c'est pour détendre. Pour le coup, vous aurez un compte-rendu très clair et très limpide sur les dernières années, justement, de la GEMAPI et de tout ce que nous avons pu réaliser par rapport à cette taxe. Merci Thierry. Il faut me redonner la parole. Y a-t-il d'autres questions? Non, a priori, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour la GEMAPI. Excuse-moi. Combien d'abstentions? Deux abstentions. Oh, attends. Je rappelle juste une chose, de façon à ce que vous puissiez expliquer à vos habitants pourquoi ils payent moins de GEMAPI qu'avant. Parce que la GEMAPI chez nous diminue, en fait. On demande toujours 1,5 million. Vous savez que le process, il est inversé. On demande la somme et le calcul se fait après. Comme on demande toujours la même somme et qu'on est en augmentation de population et donc de fiscalité, chaque habitant paye un peu moins. Voilà. On n'a pas décidé de baisser ou pas baisser. On a demandé de toujours continuer d'avoir 1,5 million. Voilà. C'est juste la réponse. Si jamais des habitants viennent vous voir et qui sont contents de voir que ça baisse. En général, c'est pas cela que vous voyez, mais bon, c'est pas. Allez, je vous propose de passer au troisième sujet qui est le vote des taux de fiscalité directe. Justement, cela, on nous en parle souvent. Eh bien, ce qui vous est proposé cette année, c'est de reconduire exactement les mêmes taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de reconduire le même taux sur le taxe sur le foncier bâti,
Le même taux sur la taxe de foncier non bâti et la CFE et de simplement adapter la mise en réserve de CFE pour 0,11% cette année. Donc c'est une reconduction globale des mêmes taux et une mise en réserve de taux. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui serait contre? Qui s'abstient? Là, pour le coup, c'est l'unanimité. Ensuite, le vote des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. Alors ça, c'est la nouveauté de cette année. Vous savez qu'on avait voté en 2022, en début de mandat, oui, une augmentation du taux des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères parce que à l'époque, on avait une flambée, entre autres, de la TGAP, la taxe générale des activités polluantes, qui a été plus que triplée d'ailleurs. Et on avait anticipé cette augmentation en adaptant notre taux à l'époque. Pour rappel, en 2021, le taux de couverture du service était de 98%, donc on était en dessous. La collecte qu'on faisait du taux des ordures ménagères, de la taxe, ne couvrait pas le coût réel de service. Donc c'est pour ça qu'il avait été mis en place. Or, depuis, il y a plusieurs conjonctions de facteurs qui ont joué. Déjà, on a eu une très grosse augmentation des bases locatives, parce que je vous rappelle qu'on a eu des gros taux qui ont été appliqués à nos bases locatives, et la taxe d'ordures ménagères était également basée sur ces bases, c'est pas beau à dire, mais... Et sur les 3 dernières années, par exemple, c'est quand même 14% de progression de base, hein, quand on cumule les 3 années. Et on est arrivé à un taux de couverture qui était trop important, non seulement sur les évolutions des bases, mais également sur le fait que nos habitants ont commencé à mieux trier, et à beaucoup mieux trier, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, sur les 3 dernières années, on gagne 40 kilos, on a 40 kilos de moins par habitant sur 3 ans. Pas par année, mais sur 3 ans. C'est à peu près 20% de baisse dans les poubelles grises par rapport à voilà 3 ans. Donc, vous voyez, on a une double conjonction. On a eu un phénomène de base qui a augmenté, donc d'encaissement supérieur, et puis un traitement de déchets qui a été efficace. Et on est passé à des taux de couverture qui étaient très importants. Et ce qui vous est proposé aujourd'hui dans cette délibération, c'est de renvoyer effectivement l'ascenseur à nos habitants, qui en plus dernièrement, pour la plupart, ont fait des efforts soit sur des changements de type de collecte ou de rythme de collecte, et de baisser de 10% à peu près d'un point. La taxe d'enlèvement d'ordures ménagères pour l'année prochaine. C'est pas un choix qui est neutre, on le verra d'ailleurs plus tard dans la présentation du budget, hein, c'est quand même à peu près un bon 1,4 million de moins de rentrée d'argent sur ce budget annexe. Mais je trouve que c'est bien aussi de renvoyer aux habitants le fruit de leur travail, puisque en tant que tel, si c'est un coût qui nous coûte moins, c'est normal qu'on le facture moins. Voilà, donc moins 10% sur la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Effectivement, je pense que dans ces murs, c'est pas souvent qu'on annonce une baisse d'impôt. Donc voilà, s'il y a des questions, je pense que et Pierre et moi serons là pour y répondre. Thierry Goubi. Oui, on ne peut que se réjouir. Nos ordures ménagères sont mieux triées. Je pense qu'il y a eu des efforts conséquents sur la collecte de certains déchets, notamment tout ce qui est les biodéchets. On peut aussi se réjouir de voir que notre taux va baisser. Mais moi, ça me pose un certain nombre de questions par rapport au budget global. Alors, j'interviens maintenant parce que forcément, quand on vote le taux, on regarde le budget, et quand on passe en premier le taux, il faut avoir compris ce qui se passe dans le budget. Je suis un peu surpris quand même de temps en temps quand on voit comment on travaille sur ce dossier des finances. Je prends par exemple l'Europe 2025 au 20 septembre 2024. On nous donnait un résultat d'exercice de moins 4 156 496. Et puis on s'aperçoit que sur le document quelques mois plus tard, ce qui est
normal que les chiffres bougent, hein. Je ne remets pas en cause le fait que les chiffres bougent, mais on est à plus 1 676 094. Ce qui fait qu'on a des écarts et des évolutions qui sont assez fortes sur le budget et la façon dont on le regarde. Et on a fait un calcul qui nous permet, au lieu d'avoir un taux de couverture qui doit être proche, j'imagine, des 130%, de repasser avec 10 points de moins à 120% ou se rapprocher des 107% qui sont l'objectif. Voilà. Quand je vois tout ça, ça me pose question. J'ai fait un petit calcul, si on enlevait 2 points pour voir un peu ce qui se passait. Si on enlevait 2 points, on pourrait encore fonctionner avec un budget qui tiendrait la route sur le mandat, vu qu'actuellement, on a quand même un résultat de clôture cumulé de 12,5 millions, qui est estimé pour 2025. Alors, on va me répondre qu'il y a effectivement un certain nombre d'investissements qui sont prévus et de différents dossiers sur la mise en place de la TOMI, sur plein de choses. Je regarde aussi que dans le budget 2023, par exemple, le taux de réalisation des dépenses était de 82% et le taux de réalisation des recettes était de 110%. Donc j'attire l'attention sur le fait que, bien sûr, je vais voter la baisse du taux, hein, c'est pas le sujet, et je pense que c'est quelque chose de normal. Mais j'attire l'attention sur le fait que comment on fonctionne dans ce budget qui, pour moi, alors peut-être que c'est caricatural, mais joue au yo-yo en fonction des années, des exercices et des fonctionnements. Et je pense que d'avoir augmenté fortement au début du mandat et de rebaisser à la fin, j'aurais préféré, moi, une solution qui nous permette de suivre pas à pas, on va dire année par année, les évolutions. On nous a souvent dit que on avait bien augmenté au début, comme ça on n'augmentait pas, et que nos collègues des EPCI augmentaient progressivement. On nous a même dit à la conférence des maires que c'était dommage qu'on baisse vis-à-vis de ceux qui continuaient à monter. Mais forcément, quand on a trop prélevé pendant un moment, c'est normal que l'on baisse. Donc voilà, je trouve que la méthode est peut-être pas la plus adaptée. Alors c'est marrant parce que dans ton intervention, tu fais les questions et les réponses en disant on était dans l'incertitude, je la comprends, mais on est trop incertain, mais on a été trop prudent. Oui, effectivement. Je sais pas comment tu fais dans ton budget communal, mais moi j'y voyais pas très clair encore, voilà quelques semaines, et avant d'avoir mes notifications qui sont arrivées dernièrement. Alors moi je sais bien qu'il y a des gens qui ont plus de faculté d'être magicien que d'autres. Moi, je ne dois pas être doué, mais je préfère avoir, encore une fois, des budgets qui sont prudents que des budgets où après, on doit rattraper. Mais ça, vous me connaissez depuis le début du mandat, c'est comme ça que je gère tous mes budgets, hein. Ça m'étonne que tu attendes 5 ans avant de t'apercevoir de ça, parce que ça a toujours été ce que j'ai dit dans cette enceinte. Et justement, j'ai toujours dit, on adapte la voilure en fonction du vent et des vagues. Là, il se trouve que pour le coup, sur les ordures ménagères, on avait adapté au début du mandat, et si tu as bien écouté ce que j'ai dit, évolution des bases. Effectivement, c'est la seule taxe qui est liée à l'évolution des bases. Oui, enfin, c'est Seul du budget annexe. c'est la seule en budget annexe. Donc forcément, la conjonction et de l'augmentation au début du mandat et de l'augmentation des bases a fait qu'on a eu des recettes supérieures à ce qui était prévu. Alors tu vas me dire peut-être que au début du mandat, je devrais savoir qu'il y aurait la crise en Ukraine, qu'il y aurait de l'inflation, qu'on aurait pris des taux de base qui auraient été très importants en évolution. Mais moi, je ne le savais pas. Si tu le savais, j'aurais aimé que tu me le partages à l'époque. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi quand même des échéances avec la TOMI qui sont des échéances qui coûtent cher également, qui coûtent cher à mettre en place. Et on a également, et ça intervient sur les budgets, on a des versements qui nous ont été faits en anticipation. C'est ça, hein, Pierre, pour la mise en place de cette TOMI. Donc il y a un décalage entre des encaissements et des décaissements. Mais sur la durée, ça va s'étaler, enfin se lisser. Pierre, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, d'ailleurs, il n'y a pas de... Alors, on a Pierre, sur le côté technique, Pierre va peut-être répondre déjà. dire quelque chose. Oui, il mettait son...
Simplement, puisqu'on a parlé d'un excédent de 12,5 millions, je rappelle uniquement qu'on a un déficit d'investissement de près de 6 millions d'euros. Donc, l'excédent, il ne sera pas de 12, mais de 6 déjà. On divise par deux. Et effectivement, on a perçu en 2024 des recettes et des aides, de l'ADEME en particulier. C'est pas une bricole, puisque c'est un peu plus d'1 million, c'est 1,3 million, qui sont pour la mise en place d'Atiomi. Donc, les dépenses vont arriver dans les années à venir. Et si vous regardez la prospective, dans 2 ans, on est à moins de 107% de couverture, dans les prévisionnels aussi. Alors, peut-être que dans 2 ans, pour ceux qui seront là, on dira, vous avez été trop prudent sur ce budget-là, mais n'oublions pas qu'on a 6 millions à financer dans les restes à réaliser, et ça, c'est dans les semaines et les mois qui viennent. Hervé Bru et Thierry Gouby. Alors, Hervé Bru d'abord. Oui, bonsoir. J'avais cru comprendre que l'année 2025 était une année test. Or, il me semble qu'aujourd'hui, tous les bacs n'ont pas été livrés, les bacs avec puces. Et je crois donc qu'il y a des bacs non pucés qui sont collectés aujourd'hui. Donc, l'année test, il ne reste plus que 8 mois et demi maintenant. Donc, comment on va pouvoir analyser cela, puisque l'année 2026, c'est l'année réelle du fonctionnement qui sera payée en 2027, si j'ai tout bien compris. Merci. C'est justement pour ça que c'est une année test. Mais elle n'est pas année test sur tout le territoire. On aura des statistiques sur une grosse partie du territoire. Donc là, ce qui reste à régler, c'est la partie la plus compliquée, mais les bacs, ils sont stockés déjà, ils sont achetés, enfin, je veux dire, ils sont dans la dépense. Donc oui, on poursuit l'année test et pour les personnes, enfin, pour l'ensemble du territoire, on va avoir des chiffres précis d'ici quelques semaines de tout ce qui est pucé, de tout ce qui est déployé. Il n'y a pas trop de sujets d'inquiétude là-dessus. Ce qu'il reste à déployer est très largement minoritaire par rapport à ce qui est déployé aujourd'hui. Thierry Gouby. Oui, juste pour suiter la réaction d'Olivier, que je comprends, mais je pense qu'on a trop soufflé dans les voiles. De temps en temps, il faut ajuster au fur et à mesure. Quand on regarde les uns les autres, nos budgets municipaux, vu que c'est là-dessus, tu dis qu'on n'a pas... On a des évolutions avec les hausses. À chaque budget qu'on vote, on a effectivement l'inflation qui est actée dessus. Et je pense qu'on peut réagir au fur et à mesure. Voilà, c'est ma vision. Je pense qu'on est très confortable. Peut-être que la distribution des bacs, j'étais un de ceux le seul peut-être à avoir voté contre par rapport à ce budget d'1,5 million pour le distribuer. Je pense que le fait d'avoir un budget, excédentaire, peut-être nous pousse des fois à pas trop faire de rigueur dans la gestion et dans notre façon de travailler. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres observations? S'il n'y en a pas d'autres, moi j'aimerais juste vous dire que c'est historique. On baisse de 10% une taxe. Et pendant ce temps-là, on a demandé à nos habitants de faire énormément d'efforts. Et pas qu'un peu. Vous le vivez tous, vous les maires. Vous êtes au quotidien avec vos habitants et tous les jours, vous avez vos habitants qui vous disent on m'a changé le jour de collecte. On n'est plus ramassé comme on est ramassé. Il y a des choses qui sont assez incroyables que je ne comprends pas. Parce que le sujet des déchets est éminemment complexe. Pendant ce temps-là, Loire-Forêt investit dans une déchetterie. On paye 800 000 € par an pendant 10 ans pour le centre de tri. L'extension du centre de tri, l'extension des consignes de tri, c'est pas une vue de l'esprit. Ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Ça s'est fait avec l'investissement d'un centre de tri qui nous coûte 800 000 € par an. Demain, c'est d'autres sujets. On doit baisser l'enfouissement jusqu'à seulement 10% d'aujourd'hui à Roche-la-Molière. Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Eh bien, tous ces efforts, à force de les répéter, à force de dire que les biodéchets ne doivent pas être dans la poubelle grise, à force de dire qu'il faut faire des composteurs collectifs, qu'on a mis en place cette politique depuis le début, eh bien, on en récolte les fruits. Et aujourd'hui, à Loire-Forêt-Agglomération, on est capable de voter une baisse d'un taux de 10%. Qui peut croire qu'à un moment donné, on surévalue des taxes
Quel est l'élu dans cette salle qui est capable de voter dans son conseil municipal ou au conseil communautaire trop pour se donner de la marge de manœuvre? Mais personne. Et moi le premier, et Olivier Joly le premier. À aucun moment, vous avez, dans votre état d'esprit, le fait de dire « Ouh là là, je vais augmenter les impôts un peu plus que prévu, on ne sait jamais. » Pas dites-le moi, mais je ne sais pas. Non, c'est un crève-cœur d'augmenter une taxe. Quel plaisir de constater, au moment où vous ouvrez l'ensemble des pages de presse nationales sur les déchets, où vous voyez que tout le monde augmente. Tout le monde change. Et pourquoi? Ben parce que les politiques nationales changent, parce que l'orientation nationale change. Et on a encore d'énormes efforts à faire. Eh bien, nous, ce qu'on dit à Loire-Forêt-Agglomération à nos habitants, vous avez fait des efforts, vous avez joué la carte de la sobriété. Certes, c'est pénible. Certes, tout n'est pas parfait. Certes, il faut encore s'améliorer. Oui, les containers dans les villes historiques et dans les centres-bourgs seront enterrés. Oui, ça sera adapté aux personnes handicapées parce que quand ils seront enterrés, ça sera possible. Oui, les problèmes vont se résoudre. Oui, ça demande des efforts. Mais pour une fois, on vote 10% de baisse de taux. Voilà. Et il se trouve que c'est un budget annexe et qu'en plus, très honnêtement, il faut le dire aussi, le mou ne doit pas exister. Et si demain, dans 5 ans, on a une difficulté que l'on connaît aujourd'hui, l'enfouissement de 10%, et qu'on doit investir je ne sais combien de millions d'euros, ben peut-être qu'on sera obligé d'augmenter la taxe. On a un deuxième challenge. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Moins 10% du taux, personne ne l'avait prévu dans l'équipe. Deuxième étage de la fusée. Le I de incitatif. Demain, les gens qui continueront de faire des efforts et qui auront leur poubelle grise ramassée une fois par mois, et c'est très largement atteignable, eh bien, ça baissera encore, sous réserve que la taxe d'enlèvement de la TGAP, la taxe globale d'activité polluante, la TGAP qui est à 65 €, elle était à 17 € il y a 4 ou 5 ans, ne flambe pas non plus. Mais aujourd'hui, avec cette taxe constante du national, dont on ne sait pas ce qu'elle va évoluer, si demain, les poubelles grises sont sorties une fois par demain, vous avez compris, c'est une fois par mois, ça baissera encore. En tout cas, c'est la volonté que nous avons, c'est-à-dire c'est de donner encore une fois une baisse à ceux qui peuvent faire des efforts sur la poubelle grise. Voilà un petit peu, je voulais d'abord saluer le travail de l'ensemble des équipes sur le sujet, parce que c'est quand même une révolution partout en France sur la gestion du déchet. Je vous rappelle qu'Olivier et moi, Olivier qui représente le budget, moi qui suis président aujourd'hui, on est maire. Et comme vous, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pense au maire de Sury, je pense au maire de Saint-Marcelin, à ceux qui ont des points d'apport volontaires en centre-ville, c'est un vrai sujet sur lequel on est très mobilisé. Mais voilà, il arrive un moment où il y a un choix qui a été fait dans les centres urbains, il y a des choix qui ont été faits dans les communes rurales et des fois on n'a pas pu répondre à certaines demandes, mais je me souviens de beaucoup de communes qui m'ont demandé des PAV. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, qui avons les PAV, voilà, pas tout un long fleuve tranquille, mais c'est pas grave. Quel est le but final? Je vous rappelle quand même qu'il est aussi grandement environnemental. Loire-Forêt-Agglomération aujourd'hui affiche 4000 tonnes de moins de déchets enfouis sur 22 000. 20% de moins. C'est 4000 tonnes de déchets qui ne sont plus enfouis, qui sont triés, qui sont revalorisés, qui vont ailleurs. C'est aussi environnemental. C'est quand même aussi extrêmement important. Eh bien, à Loire-Forêt-Agglomération, non seulement on a mené une action environnementale, mais en plus, on prouve que de faire de l'écologie, ça baisse les taxes. Je vais être très bref. C'est pas pour vous couper la parole. Vous connaissez mon aversion pour l'inversion. Et si on la baissait pas?
Alors, pour le coup, on pourrait être amendable. Parce que si tu te retrouves avec un budget qui a un taux de couverture de 120-130%, t'es retoqué. Normalement, là, c'est jusqu'à 107% de souvenirs et tu peux pas dépasser plus. Tu peux pas faire, enfin, vous pouvez pas, excusez-moi, faire de la trésorerie ou sur un budget annexe. Et puis Olivier, tu l'as dit, c'est un juste retour des choses. À un moment donné, une politique environnementale ne peut pas être que perçue comme une contrainte. Il faut aussi qu'elle soit perçue positivement. Ah. Jean-Pierre Brun. Oui, juste, non, mais moi, je veux intervenir parce que vous êtes engagé pratiquement là à ce que les taxes baissent si l'effort perdure. Moi, je pense que les citoyens, ils font des efforts depuis de nombreuses années dans le domaine du tri. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'effectivement, la nouvelle procédure a été vue comme une contrainte par beaucoup, et notamment ceux qui sont dans les centres-bourgs, et on l'a fait remonter à un certain nombre d'endroits. Je pense qu'il aurait fallu peut-être un peu plus de démocratie dans les communes où les décisions ont été prises quelquefois à l'emporte-pièce, et ça se traduit y compris par des gènes supplémentaires, y compris en termes de circulation. Je vous invite d'ailleurs à passer à Saint-Just-Saint-Rambert lorsqu'il y a les camions qui viennent récupérer les points collectifs, et vous verrez que les bouchons que ça peut occasionner. Mais vous vous êtes engagé pratiquement à dire si ça continue, on baissera les taxes. Eh bien, chiche. Chiche. Alors, mais oui, non, mais parce qu'on peut pas dire des choses en l'air comme ça. je dis des choses en l'air. Non. Vous trouvez moyen de prétexter, de parler de votre commune. On est en conseil communautaire, vous êtes élu communautaire. Oui, il se trouve que dans le rapport d'agglomération, il n'y a pas que votre commune. Non. Et même si elle est très importante, et je ne le renie pas. Deuxièmement, vous dites que les gens ont fait des efforts sur le tri, etc. depuis des années. La réponse est non. Non, c'est faux. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Non, mais c'est pas une responsabilité. Ce sont des chiffres. Monsieur Bras, si vous estimez, laissez-moi finir de parler, parce que ce que vous avez dit est faux. C'est-à-dire que non, je suis désolé, en 2019, 2020, 2021, les chiffres montrent que le nombre de tonnes d'ordures ménagères résiduelles n'a pas baissé. Moi, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Moi, je considère. Chiffres, monsieur Bras. Non, mais les chiffres, on peut leur dire n'importe quoi aux chiffres. Donc, il arrive un moment. Les chiffres, il faut englober la totalité des intervenants dans les déchets. Comment vous pouvez dissocier dans les déchets ce qui relève du consommateur et ce qui relève du producteur? Comment vous pouvez le faire? Quelle est la responsabilité du producteur dans vous êtes hors débat des déchets? De la taxe. Non, mais vous êtes hors débat. C'est vous qui amenez le débat là-dessus. Non, mais excusez-moi, c'est vous qui avez la parole. Une fois de plus. Alors, merci de votre remarque. C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est simplement, je prends acte de votre engagement à baisser les taxes s'il y a une baisse de nouveau du tonnage des ordures ménagères. Oh, j'ai été beaucoup plus précis. Hein. Non, mais le ménage sur l'explication qui est une fois par mois baissera. Sur l'explication qui est apportée. Si la TGAP augmente. Attendez, non, mais je répète mes propos. S'il vous plaît. Sur l'explication qui est apportée. Attendez. Moi, je pense que la hausse qui avait été anticipée n'est pas aujourd'hui remise en question du fait justement du tri. Parce que cette hausse, elle avait été anticipée en fonction de l'explosion des coûts, justement. L'explosion des coûts qui n'a pas été diminuée, justement. L'explosion des coûts, elle est là. On est aujourd'hui à 65 € la tonne, ou 69. Donc, c'est pas le tri, en fait, qui a fait baisser. C'est pas ça. C'est le fait qu'aujourd'hui, on est obligé de baisser, tout simplement, parce qu'on ne serait pas... On ne pourrait pas passer un tel budget. C'est pas un cadeau que vous faites, c'est une obligation qu'on a. Non, mais c'est incroyable. C'est à croire que vous n'avez rien écouté de ce qui a été dit. Donc, vous êtes dans une position de posture. Vous ne reconnaissez pas le travail de vos concitoyens sur l'effort qui a été fait sur la collecte, sur le changement de collecte, sur la diminution des bacs, sur la diminution des habitudes, sur les déchets alimentaires. Je vais essayer de finir mes propos.
alors que vous n'arrêtez pas de donner des leçons. Monsieur Bras, s'il vous plaît, vous n'avez pas écouté, vous êtes dans une démarche de posture, vous transformez les propos. Écoutez, c'est votre responsabilité d'élu. Merci, monsieur Goubi. Attends, 2 secondes. Ah, pardon. Juste, ouais, Vas-y. non. Parce que moi, on a l'habitude d'échanger avec Jean-Pierre. Donc, non, mais juste, Jean-Pierre, il y a juste un truc où les faits sont là. Tu dis, les gens font des efforts depuis des années. C'est ce que tu as dit dès le début des propos pour justifier tout ce qui en découlait. En disant, c'est normal que ça revienne. On a dit depuis 3 ans qu'effectivement, depuis 3 ans, c'est exactement les propos que j'ai tenus, on a baissé d'à peu près 40 kilos par personne, ce qui représente 20% de baisse. C'est vrai que depuis ces 3 dernières années, si je reprends simplement l'historique 2019, 22 300 tonnes. Arrive le Covid, 22 008. Ben oui, les gens sont moins sortis et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu des difficultés. Les gens triaient moins, n'allaient pas forcément ramener le verre. 2021, pareil, sortie de Covid, 22 700 tonnes. Donc 22 300, 22 800, 22 700. On est d'accord, ça fait 3 années étale à quelque chose près sur le même nombre de tonnage d'ordures ménagères. 2022, léger frémissement, 21 900. Léger fléchissement en 2022. Et après 2023, 19 650, 18 800 en 2024. On voit bien l'infléchissement. Mais l'infléchissement, il n'est pas vieux de voilà 5 ou 6 ans. Il est juste là depuis ces 2-3 dernières années. Oui, mais la taxe, c'est... Non, mais Jean-Pierre, la taxe, on l'a augmentée en 2021. Ah, d'enfouissement, la TGAP, bon, on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, elle est passée de 17 € à 67. Mais en fait... En général, monsieur Bras, non mais attends 2 secondes. En général, monsieur Bras, quand vous prenez la parole, il est bon de la demander. Pour ça, il faut appuyer sur le bouton et je vous la donne. Là, vous interrompez le vice-président qui est en train de vous faire une réponse en continuant de poser des questions. Donc, vous êtes décidément dans une position de posture. C'est très clair ce soir. Vous êtes dans une idée de faire passer quelque chose contre vents et marées, des chiffres qui sont très clairs. Moi, je resalue l'action des concitoyens qui ont fait des efforts, qui aboutissent aujourd'hui, Loire-Forêt Agglomération, et tant mieux si d'autres collectivités le font, à baisser une taxe. Et à nouveau, je dis que si cette TGAP, décidément, n'augmente pas plus que ce qu'elle doit augmenter, eh bien, les gens qui feront des efforts, ça continuera de baisser. Très bien. Monsieur Goubi, monsieur Joly, s'il veut finir. Non. Monsieur Goubi. Oui. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans les ordures ménagères, des ordures recyclables et des biodégradables, parce que ce qu'on ne met plus dans la poubelle grise, on le met ailleurs généralement. Et je ne pense pas que nos changements de consommation aient vraiment diminué globalement le volume global de nos déchets. Mais par contre, par rapport à tout ce qui est dit, moi, ce qui sera intéressant, c'est de nous publier donc le taux de couverture sur les 5 années qui sont passées, pour qu'on puisse avoir effectivement une vision claire de ce qui s'est passé par rapport à la politique tarifaire que nous avons mis en place. Voilà. Merci. C'est très simple. Il y a 5 ans, le taux de couverture, au moment où on a augmenté la taxe, était en dessous de 100%, 98. Ensuite, il était de 100, 107. Et ensuite, il est monté depuis ces 3 dernières années à 130. Et donc, merci à ceux qui ont évité que Loire-Forêt Agglomération paye une TGAP trop importante. Merci à ceux qui ont réduit les déchets dans la poubelle grise. Merci à nos habitants d'avoir fait tous les efforts et d'avoir accepté, au-delà de la quantité de déchets dans la poubelle grise, d'accepter maintenant le nouveau marché de collecte et le changement de collecte. C'est ça qui fait baisser la taxe, ce sont les efforts de nos habitants. Alors, vous pouvez, pour des questions de posture, faire croire autre chose, faire croire que la gestion des déchets, mais si, monsieur Goubi, faire croire que la gestion fait du yo-yo parce que l'exécutif ne sait pas calculer, faire croire que vous avez sûrement la science infuse et de dire que vous auriez fait autrement. Vous avez le droit de dire. J'ai le droit de vous répondre. Yves. Merci. Simplement pour rebondir sur le propos de Jean-Pierre Bras, ce sera très court ce que je vais dire. Mais
en ce qui concerne les points d'apport volontaires en centre-ville, c'est sûr que c'est pas simple à gérer. C'est compliqué en ce moment. Il y a des choses à rectifier. Je pense qu'elles le seront. Les points d'apport seront sans doute enterrés au fur et à mesure des travaux qui se pratiqueront dans la commune. Nous, on y a déjà réfléchi sur des zones de travaux qu'on va mener dans les mois qui viennent. Mais ce que je voudrais dire quand même, alors vous dites, Monsieur Bras, que les camions gênent la circulation, mais à un moment donné, l'alignement de poubelles jaunes et vertes à temps plein sur les trottoirs, moi je trouve pas que ce soit décoratif, à moins d'avoir un petit peu l'amour propre pour le Brésil, mais je trouve que c'est pas décoratif. Voilà, je voulais vous le dire. Merci Yves pour cette note d'humour avant qu'on passe au vote. Rassurez-moi, vous êtes quand même content qu'on baisse les taux? Ah bon. Bah justement, vous allez le dire maintenant, parce qu'on va être obligé quand même de délibérer sur ce taux plein à 10,65 et le taux réduit donc à 9,05. Qui serait contre? Qui s'abstient? Tout ça pour ça? Unanimité. J'ai perdu mon pari pour ceux qui voulaient être à l'apéro avant qu'il fasse nuit, hein, quand même, hein, mais bon. Mais c'était important quand même de pouvoir en échanger, malgré tout. Même si des fois ça peut être vif et en jouer. Je vous propose de passer maintenant au budget primitif. Alors, budget primitif, vous savez, vous n'allez pas découvrir grand-chose de neuf parce que le ROB, bah, il vous donnait déjà un petit peu la musique. Et puis le budget, bah, c'est la partition maintenant. Hein, c'est pas... Il n'y a pas de gros écarts, mais on s'arrêtera sur les lignes peut-être importantes et qui peuvent soulever justement des questions. La première chose, c'est que le budget qu'on va vous présenter, donc d'ordinaire, on le fait en décembre cette année, c'est aujourd'hui, il devait être voté avant le 15 avril. Et puis le compte administratif, eh ben, il sera voté un petit peu plus tard, il sera voté au mois de mai. Et donc, on pourra avoir les restes à réaliser et affecter les résultats dans les DM que dans les DM du mois de mai. Donc, ce qui vous est présenté bah, ne tient pas compte encore des choses qui sont en cours sur le compte administratif. Si on peut avancer, s'il vous plaît, directement sur le budget principal, on retrouve en budget principal un équilibre de la section de fonctionnement à 63 millions d'euros. La ligne bleue, qui est en baisse par rapport à l'année dernière, mais vous le savez bien, je vous avais expliqué cette baisse par le fait de faire le transfert des transports scolaires du budget principal vers le budget annexe, et ce qui fait que vous retrouvez ces variations dans les mouvements réels de dépenses et de recettes, avec d'abord en dépenses des recettes, des dépenses en négatif de moins 3,8 millions et des mouvements aussi en recettes de moins 1,9 million, moins 2 millions. Tout cela, par contre, pour le fonctionnement, nous permet de dégager la petite ligne verte, celle que vous voyez à gauche, le prélèvement de section à section, c'est-à-dire qu'on pourra verser du fonctionnement à l'investissement 3 688 000, soit 1,2 million de plus que ce qui était prévu l'année dernière. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, si on regarde sur la section d'investissement, juste en dessous, vous voyez sur la ligne bleu marine à gauche que les dépenses d'équipement vont progresser de 33,8 millions à 37,3 millions, soit 3,5 millions de plus que l'année dernière d'inscrits en investissement pour notre collectivité. C'est quand même une augmentation de l'ordre de 11%. Et en face, dans la ligne bleu marine également, vous pouvez voir les recours à l'emprunt d'équilibre, le recours à l'emprunt d'équilibre qui sera à 16,7 millions au lieu de 17,4 millions. Donc non seulement on va investir davantage que l'année dernière, mais en plus on va baisser l'emprunt d'équilibre de l'ordre de 662 000 euros, donc on va avoir plus de recours à l'autofinancement. Si on va zoomer un petit peu sur des choses que vous connaissez, que je vous ai déjà présentées, vous retrouvez donc les nouveaux équilibres de recettes avec la plupart de nos
Rentrées d'argent qui viennent des impôts et taxes pour 41 millions d'euros. Et dans ce 41 millions d'euros, 53% viennent de la fraction de TVA et 32% simplement des impôts fonciers, CFE, taxes d'habitation. Donc les impôts que l'on décide ici, dans cette enceinte. La GEMAPI, on en parlait tout à l'heure, vous retrouvez le 1,5 million qu'on a voté en recettes. Si on zoome sur la slide qui suit, les principales évolutions entre le BP de l'année dernière, le budget primitif de l'année dernière et celui de cette année, vous avez essentiellement la ligne impôts et taxes qui évolue, non pas en taux, on l'a dit tout à l'heure, mais en termes de base qui évolue. Et vous retrouvez notamment en fiscalité directe locale, ce qui inclut en ligne, en chapitre 731, la taxe d'habitation, le foncier non bâti, le foncier bâti, la CFE, la TASCOM, la GEMAPI, 1 million d'euros de plus supplémentaires malgré notre non-augmentation des taux. Vous avez sur la ligne du dessous, en chapitre 74, une grosse variation à moins 4,9 millions, et on le verra en zoomant un peu plus, que cette variation vient essentiellement de la clarification sur le budget de transport. Toujours sur les recettes, mais en zoomant donc dans les lignes qui bougent le plus. Dans les impôts et taxes, on en parlait tout à l'heure, vous allez directement au chapitre 73, la première ligne qui suit le chapitre 73, on a une variation de 1,6 million sur l'ajustement de fraction de TVA en compensation de la taxe d'habitation. Effectivement, l'année dernière, on avait prévu 15,5 millions. On était en dessous de ce qui nous a été réellement versé. Donc cette année, on est reparti de la base réellement versée l'année dernière, mais quand on avait fait le budget prévisionnel l'année dernière, on n'avait pas du tout les notifications de l'État. Donc cette année, on opère un rattrapage. C'est pour ça que vous avez donc sur cette ligne un gros delta de 1,6 million. Et vous retrouvez en dernière ligne sous fiscalité locale, nos rentrées d'argent sur les ajustements par rapport à la notification des bases 2024 et l'incidence donc de ces évolutions de base sur nos rentrées d'argent qui représentent 915 000 € pour 2025 malgré le taux identique. Sur la slide qui suit, je vous avais dit que le chapitre 74 évoluait essentiellement à cause des transferts de participation de la région. Sur la deuxième ligne, vous avez immédiatement l'explication. Transfert participation région transport scolaire sur budget annexe, avec le rescrit fiscal, 5 342 000 sur les 4,9 millions, c'est l'essentiel de cette variation. Je ne m'étale pas forcément sur les autres lignes qui sont moins importantes, mais qui vous sont projetées. On va sur les dépenses. Donc, vous retrouvez tout en haut du camembert en rouge le virement à la section d'investissement de 3 688 000 qui viennent, qui vont être attribués, affectés à l'investissement. Et vous avez, par-delà le camembert, la répartition entre les charges à caractère général, les charges de personnel, qui s'évalue à 19 millions d'euros, et les revestements de fiscalité. Il est important à ce stade de parler des charges de personnel qui, dans l'ensemble du camembert, une fois retirées les recettes qu'on peut avoir en face de ces charges de personnel, puisqu'on a des emplois aidés ou financés ou cofinancés, que notre ratio de charges de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement s'établit à 24,1%. Même exercice que tout à l'heure sur les recettes, dans les dépenses, les grands mouvements. On retrouve, dans le tableau suivant, on retrouve en grand mouvement, en deuxième ligne, les charges de personnel avec 899 000 € de plus. Je les détaillerai un petit peu plus loin. En charge de gestion courante, 5 millions en moins. Et là également, nous avons sur cette ligne l'effet du transfert au budget annexe des dépenses de transport. Si on zoome dans les chapitres, un peu plus précisément dans les dépenses à caractère général qui sont en progression de 476 000 € avec essentiellement le poste qui suit des évolutions de coûts et des révisions de prix de marché en cours pour 173 000 €. Des inscriptions de frais de fonctionnement de la piscine du Petit Bois pour 120 000 €. Elle devrait être ouverte pour le dernier trimestre. Donc, comme on ne l'avait pas au budget de l'année dernière, c'est une dépense supplémentaire qu'il faut inscrire cette année. Si on ouvre l'établissement, il faut avoir du personnel, il faut le chauffer, il faut
remplir la piscine. Donc, on passe de 0 à 120 000 euros pour pouvoir lancer cet établissement. Un petit peu plus bas, vous avez aussi des augmentations de participation de rénovation 42 pour 112 000 euros. Dans les dépenses toujours, dans le tableau qui suit, mais cette fois-ci sur les autres dépenses de gestion courante, vous retrouvez sous le chapitre 65 en moins les 6 millions d'euros associés au transfert de prévision de contribution de la région pour les transports scolaires, avec toujours un problème en suspens, je vous en parlais lors du ROB, sur une éventuelle TVA ou pas, et des négociations en cours pour notamment les élèves qui sortent du territoire et qui utilisent des lignes inter-collectivités. Et donc, on doit avoir une certaine prudence sur cette ligne. On a également, et j'en parlais la dernière fois, le transfert de compétences du STIS qui nous coûtera plus cher, puisqu'on va payer 3 330 000 euros au lieu de 2,9 millions au STIS, et l'augmentation, elle est encore prévue pour l'année prochaine et l'année d'après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh bah si, mais ça c'est pour me faire plaisir. Le chapitre 66 que vous avez en bas sur les charges financières, vous voyez qu'on baisse les charges financières de l'ordre de 30 000 euros. Ça c'est toujours notre logique de désendettement. Je vous avais dit que je ferais un petit zoom sur les frais de personnel. Vous les avez dans le détail sous vos yeux. 899 000 euros de plus, c'est 4,8% de progression, avec une part de progression subie. On en avait déjà parlé aussi dans quelques semaines, mais l'augmentation de la CNRACL, donc la Caisse nationale des retraites et des agents des collectivités locales, fait que on prend 3 points de plus, mais tous dans nos collectivités, dans les communes aussi, pour l'ensemble de nos agents. Et pour nous, c'est quand même 174 000 euros de plus cette année. Ça sera 174 000 de plus l'année prochaine, et encore 174 000. Bon, voilà, pendant 4 ans. Donc, on sait déjà que de toute façon, on va prendre ça. On a de l'incidence de postes créés en cours d'année, d'agents qui ne sont pas affectés à des services. Et en dernier lieu, vous le voyez aussi, l'incidence de nouveaux postes 2025. On retrouve, donc c'est 200 000 euros, mais sur les 200 000 euros, il y en a 145 000 qui concernent les postes de la piscine du Petit Bois, comme je vous le disais tout à l'heure. On a fait des économies depuis la fermeture de cet établissement. Maintenant qu'on le réouvre, faut affecter quand même une dépense pour payer les maîtres nageurs, les agents, le directeur, enfin, tout ce qui va autour de la gestion du bâtiment. Tout cela nous permet d'avoir conclu sur le fonctionnement, et je vous propose de passer à l'investissement. L'investissement où on trouvera un total de dépenses d'équipement de l'ordre de 37,4 millions l'année prochaine. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une forte augmentation par rapport à l'année dernière. Et si on regarde dans le détail, c'est 37,4 millions. Donc, cette progression de 3,5 millions par rapport à l'année dernière est plus 11%. Le premier poste de dépense, comme d'habitude, sera la voirie et l'éclairage public avec 10,6 millions. En deuxième position, puisque c'est la fin des travaux, les équipements sportifs représenteront 10,5 millions. On aura la culture avec 3,7 millions et notamment l'avancée des travaux de l'Oré. On aura ensuite le développement économique avec près de 3,4 millions. En cinquième position, rivière et environnement avec 2,760 millions. En sixième position, toute la politique autour de l'habitat pour 1,850 millions. L'administration générale pour 1,4 million. Le tourisme avec presque 1 million. En neuvième position, l'aménagement et l'urbanisme avec 900 000. Dixième, les mobilités avec près de 800 000. L'enfance jeunesse avec près de 450 000, près de 500 000 euros sur ces différents systèmes. Voilà pour les grandes orientations du budget général déjà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget général avant de passer au budget annexe? On fait voter à chaque fois ou vous voulez que... Oui, on va voter à chaque fois. Alors, qui serait contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci.
Je vous propose de passer au budget annexe transport. Donc, vous l'avez compris, c'était un petit budget avant, mais qui était vraiment un petit budget annexe, et qui, avec les transferts qui sont faits du budget général, devient un vrai gros budget. Donc, vous voyez dans les recettes, les dotations participation qui s'établissent à près de 9 millions d'euros. Par contre, ces 9 millions d'euros, il y a des participations de la région, effectivement, mais il y a aussi une grosse participation de notre budget général, plus il y a une subvention d'équilibre qui s'opère autour de 3 124 000 euros. Si vous voulez aller un peu plus dans le détail de ce budget annexe urbain, des transports urbains, c'est transport, même, on peut enlever urbain, hein, c'est budget annexe transport, puisqu'on a les élèves. On a le transfert des dépenses pour 5,9 millions, des recettes pour 5,3 millions. On a l'inscription TTC des dépenses qui sont, entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure, pris en compte, la prise en compte du ressort territorial de la compétence de la région. On a une augmentation du coût des lignes régulières en 2025 de l'ordre de 50 000 euros, liée à la révision des prix des marchés. On a quelques augmentations de coûts de cabotage et des hausses de recettes d'exploitation pour les navettes, ce qui fait que on a un budget qui s'équilibre à hauteur de 9 080 000 et 450 euros. Y a-t-il des questions? Alors, y aurait-il des contre? Y aurait-il des abstentions? Merci de cette unanimité. Je vous propose de passer au budget annexe des ordures ménagères. Y a-t-il des questions? Non, on va présenter l'équilibre budgétaire sur le gros fromage. Michel? Ah non, c'est qui s'est endormi sur le bouton. Oh. Non, excuse-moi. Je retire. Recette de fonctionnement de la TEOM, 15 millions 100. Et ce chiffre de 15 millions 100, donc la partie orange de ce camembert recette de fonctionnement, effectivement tient compte de la baisse d'un point du taux de TEOM que l'on a voté tout à l'heure. Et je vous rappelle, on est passé de 11,65 à 10,65, et ce qui représente donc pas un effort, mais une réduction de 1,4 million à peu près de la recette de TEOM que l'on aurait perçue si on avait conservé. Oh, vous voulez... Bon. On me dit on mettra le budget ordures ménagères tout en même temps avec les budgets. On pourra le faire au fur et à mesure. Non? Après, donc le fonctionnement, l'investissement avec 5 938 000 d'équipements décidés pour cette année sur les ordures ménagères. Et vous avez le détail des prévisions de dépenses d'équipement 2025, avec notamment, c'est le slide qui suit, 74 000 euros sur les moyens de service, c'est entre autres un portail usager référentiel usager du logiciel Theomi pour 23 000 euros, des équipements de régie et de déchetterie Theomi 49 000 euros. Les ordures ménagères tri prévention, la deuxième ligne pour 1 652 000, il y a une grosse part d'investissement sur Trivaloir, Firmini, je crois que c'est 800, on en parlait tout à l'heure, 805 000 euros, qu'on aura par an d'ailleurs, pendant 10 ans. Du matériel de compostage partagé pour 252 000 euros, des renouvellements de bacs pour 193 000 euros, des achats et de renouvellement de PAV pour 266 000 et de l'appel à projet Citeo pour 100 000. Concernant les déchetteries, la troisième ligne, on sera sur 1 596 000 d'investissement, et notamment sur la plateforme de tri de déchets verts pour 570 000 euros, sur des contrôles d'accès pour 100 000, des bas de quai pour 100 000, des véhicules de déchetterie mobile pour 300 000 et une chargeuse pour 250 000. La recyclerie devrait représenter un investissement de 2 460 000 euros, partagé entre travaux et fonciers. La déchetterie du Nétrablet, 42 000 euros, oui, elle est quasi finie maintenant, donc on avait payé le gros de l'investissement sur l'exercice précédent. Et la régie de Saint-Bonnet-de-Coureau de Saint-Bonnet-de-Château
devrait, excuse-moi, je t'avais sous les yeux, j'ai ripé. La régie de Saint-Bonnet-le-Château devrait s'établir autour de 114 000 euros pour quelques investissements. Pour tout cela nous amenait à un total de 5 938 000 euros. Donc, y a-t-il des questions sur ce budget annexe ordures ménagères? Non. Alors, qui serait contre? Qui s'abstient? Une abstention. Jean-Pierre. Je vous propose de passer au budget annexe assainissement. Budget annexe assainissement avec des ventes et prestations de services qui représentent 80% de la recette avec 12 342 000 euros et des dépenses assez équilibrées, vous le voyez, entre les charges à caractère général, les charges de personnel et les amortissements, mais qui permettent aussi de dégager une marge de manœuvre de 1,2 million quand même pour virer à la section d'investissement un montant, somme toute, assez important de 1,2 million. La section d'investissement, justement, avec un total de prévision à 2 676 000, mais une dépense d'équipement réelle de 6 676 000, et financée en recettes d'investissement, vous l'avez en bas, à peu près à 50-50 entre l'emprunt d'équilibre à 5,7 millions et l'autofinancement aussi à 5,7 millions. Grosso modo, 50-50 sur le ratio des recettes d'investissement. Et vous allez me dire, c'est pour financer quoi tout ça? Eh ben, vous avez le détail dans le tableau qui suit, notamment 81 000 euros d'équipement qui concerne du renouvellement de véhicules pour 20 000 euros, du matériel d'exploitation pour 15 000 et du logiciel pour 15 000. Vous avez des branchements neufs pour 320 000 euros, du maintien en condition opérationnelle pour 950 000, des travaux de station et notamment la steppe du bourg de Biesse à Chambles pour 850 000 euros. On a aussi des travaux sur les réseaux pour 2 680 000 euros. Et là, dans les réseaux, on a entre autres à Boin-sur-Lignon, la rue de la Chaux pour 400 000, à Luriec, la rue du Fond du Bourg pour 230 000, à Chanal-Comtal, le refoulement du cimetière pour 190 000, à Saint-Marcelin, l'avenue de la Libération pour 150 000, et à Noiretable, la montée des Sorbiers pour 150 000. Vous avez également, en ce qui concerne les eaux pluviales, 200 000 euros de prévus, les études 355 000 et l'APCP de la steppe de Luriec, dont on parlait d'ailleurs il y a quelques semaines lorsqu'on a présenté les différentes APCP, représentera 1 million d'euros, soit 6 676 200 d'investissement. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Le projet de BP du budget annexe eau potable. Alors, de la vente d'eau pour 12,5 millions, la partie du fromage bleu. Non, il n'est pas là, le fromage. Voilà, en haut à droite, vente d'eau 12,5 millions. Ça représente 81% de nos recettes. Le complément est entre autres en branchement et haute prestation pour 1,1 million et des redevances de l'agence de l'eau pour 1 million. En face, on a des charges à caractère général et de gestion courante, des charges de personnel pour 3 167 000. Mais par contre, vous le voyez, le petit morceau rouge à gauche et au-dessous du orange, c'est l'autofinancement, c'est le virement à la section d'investissement. Et là, on n'a plus que 229 000. On est Rikiki de chez Rikiki. Là, pour le coup, on a peut-être manqué de clairvoyance, soi-disant, sur certains... Ouais, là, je vais vous dire, il ne faut pas être clairvoyant pour savoir que ça commence à devenir tendu de chez tendu. Hein. Parce que quand on sort plus que 229 000 euros de la section du fonctionnement pour la section d'investissement sur un total de 15 millions, il ne faut pas glisser. Hein. Faut préparer les esprits. Non, parce que sinon, on va dire que j'ai peut-être pris des décisions à leur porte-pièce pour augmenter, machin. Là, je vous le dis, le budget de l'eau, il est tendu. Et clairement, voilà. Et on le dit en 2 chiffres, hein, 229 000 dégagés sur le fonctionnement pour l'investissement. Ça représente 2%. Alors, sur l'investissement, on continue quand même à investir. On continue à investir pour 9 millions d'euros en 2025. Et ben, vous le voyez quand même dans le tableau du bas. Là où on était à 50-50 dans le budget qui était juste avant sur
l'assainissement, excuse-moi, c'est Alzheimer. Là, emprunt d'équilibre 8,8 millions pour un autofinancement de 2,8 millions. On est sur du 80-20. Hein. 80% à peu près d'emprunt pour 20% d'autofinancement. On est short sur l'eau. Thierry, t'as entendu, hein, je l'aurais dit. Hein. Oh, excuse-moi, je ne le disais pas pour que tu aurais pu. Voilà. Thierry Boubi. Eh ben oui, oui. Il faut que je sois cohérent. Et je pense que tu l'es aussi. Mais effectivement, moi, ça me pose question. Je dis pourquoi on n'augmente pas là? Ah bon. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'on Parce attend que ça pour passe augmenter? pour l'instant. Ouais, ça passe. Ouais. Tant que ça passe. Ah oui. Et si j'augmente aujourd'hui et que j'en ai pas besoin, l'année prochaine, tu me diras que je l'ai fait trop tôt. Donc, tant que ça passe, je passe. Hein. Eh ben, très bien. Des fois, quand tu fais le créneau, tu entends le bip bip, et puis tant que ça tape pas, eh ben, c'est que c'est bon. Hein. D'accord. Mais c'est bien ce que je dis. On a trop bipipé de l'autre côté. Non, mais c'est énorme. J'aimerais bien que tu sois aussi pointillé sur les finances du ciel. Ça serait vachement sympa. Oh, excuse-moi. Non, mais non, je retire. On l'enlève du compte rendu. Excuse-moi. Non, c'est pas bon, je retire. Alors, Thierry Boubi. Ben oui. Moi, je regarde mon budget communal, je ne vais pas comparer par rapport à autre chose, mais je pourrais dire aussi pas mal de choses sur le budget du ciel, parce que quand on hérite de certains budgets, il faut voir et anticiper sur l'avenir, sur la durée. Et c'est exactement la remarque. Je trouve que c'est dommage, je le dis, je le redis, qu'on travaille que sur des budgets prévisionnels en voyant que 2 exercices et qu'on n'ait pas une vision sur plusieurs exercices et sur la réalité des exercices. Voilà. Bah, écoutez, du coup, je rebondis, puisque tu as répondu à Olivier Joly, que parler d'héritage quand on est à la fin d'un mandat, je trouve que c'est malvenu quand on parle en même temps de vision. Jean-Marc Dufix. C'est juste une question sur. Tout à l'heure, on constatait qu'on avait diminué fortement le volume des ordures ménagères enfouies. Est-ce qu'on constate une diminution de la consommation d'eau, ce qui du coup a un impact sur les recettes de l'eau vendue, ce qui va à la fois dans le bon sens, mais aussi nous conduit à effectivement constater que si on diminue notre consommation d'eau, on diminue les recettes intrinsèques du budget de l'eau. Et à terme, est-ce qu'effectivement, il n'y aura pas un sujet sur l'augmentation du coût de l'eau, puisque ça revient à la question qui est presque associée aux zones humides de la dernière fois. Je reste cohérent. Notre ressource en eau est effectivement à privilégier. Et comme l'eau ne tombe pas du ciel, ça c'est pour faire un mauvais jeu de mots, il faudra bien qu'on s'en préoccupe d'une manière ou d'une autre. Alors si, des fois elle tombe du ciel parce que c'est le cycle de l'eau. Mais non, mais honnêtement, vous avez raison, il y a moins de consommation d'eau ces dernières années par nos habitants, ça c'est clair, et on le constate d'année en année. Là, pour le coup, quand on constate et qu'on regarde les chiffres, oui, il y a moins de consommation, ça c'est sûr. Alors, la question soulevée par Jean-Marc Dufix est éminemment importante et m'emmène 2 remarques. La première, c'est que le prix de l'eau augmente de 2% par an. Voté dans ce conseil communautaire depuis quelques années. Donc, cher Thierry, ça augmente. Et la raison pour laquelle, et je vous l'ai dit plein de fois, Olivier l'a souligné, sur les ordures ménagères, c'est un taux basé sur des bases qui ont augmenté considérablement avec le Covid, hein, souvenez-vous, plus 8%, plus 6%, voilà, l'inflation. Et donc, effectivement, il y a eu des recettes dynamiques de base que nous n'avons pas ni sur l'eau, ni sur l'assainissement. Et faire croire aux gens que les tarifs n'augmenteront pas, c'est une illusion, puisque par définition, il faut au moins suivre un certain nombre de dépenses qui sont là. C'est la raison pour laquelle on a pris des délibérations jusqu'à la fin du mandat d'augmentation des tarifs et ou de l'abonnement de 2% par an il y a quelque temps.
Donc ça, c'est un point extrêmement important. Pour en revenir à la question de Jean-Marc Dufix, elle est tellement au cœur de la problématique que ça a fait l'objet de sollicitations de nos parlementaires pour changer la loi. Il va falloir à un moment donné que, là aussi, la sobriété n'entraîne pas une punition. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai parlé de sobriété pour les déchets qui n'en traitaient pas une solution, c'est-à-dire qu'une mesure environnementale ne doit pas coïncider avec quelque chose de punitif. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Par contre, là, sur l'eau, pour le moment, on est un peu coincé. Alors, la loi n'impose pas, vous allez comprendre la subtilité, la loi n'impose pas que l'on facture en fonction de la production d'eau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre facturation augmente avec ceux qui consomment beaucoup. La loi ne l'impose pas, mais si jamais on ne le fait pas, l'agence de l'eau ne finance plus. Et la perte des subventions de l'agence de l'eau ferait qu'au final, le prix explose. Au final, la loi ne l'impose pas, mais on est obligé de le faire. Voilà, juste des précisions, mais clairement, sur le sujet de l'eau paye l'eau, et la consommation du mètre cube, il va falloir changer le système, parce qu'effectivement, au plus on économise l'eau, au plus elle va être chère, avec un vieil adage qui est de dire tout ce qui est rare devient précieux, parce que là, voilà. Et je ne voudrais pas ouvrir le débat, mais on a quand même un vrai débat en France entre l'eau des sociétés privées et l'eau potable donnée à tout le monde. Là aussi, y compris dans le secteur, on aura quelques sujets à traiter qui ne sont pas neutres. Bernard Coutançon. Allô? Oui, par rapport à ce budget eau, bon, on fait confiance, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même une convergence des faits qui font quand même qu'il faut qu'on prenne beaucoup de précautions. Parce que, bon, comme il a été dit précédemment, effectivement, il y aura moins de consommation, donc moins d'entrée financière, mais il y a quand même aussi des exigences sanitaires qui vont augmenter très rapidement. Et il y a aussi une prise de conscience qui est un petit peu erronée dans beaucoup de communes où on pense que les réseaux sont encore en état alors qu'ils sont vieillissants. Donc je pense que ça, c'est vraiment un budget sur lequel il faut être très vigilant parce qu'on risque très rapidement de conduire les générations suivantes devant des difficultés énormes. Aujourd'hui, je voulais excuser l'absence de Patrice Couchot qui était encore là tout à l'heure avec une réunion assez importante. Il nous regarde en visio, d'ailleurs, il m'a envoyé des petits SMS. On a un schéma directeur de l'eau qui est extrêmement précis, qui permet de prévoir les investissements. On a des sujets de sécurisation, mais au-delà du sujet de l'eau potable, parce qu'on le regarde souvent, effectivement, par le prisme de l'eau potable. Mais toutes les politiques menées en termes d'assainissement, et je donnerai la parole à Thierry Havreux qui l'a demandé, ou en termes des rivières, toutes ces politiques que nous menons sur la préservation de nos cours d'eau, je vous rappelle que 50% de notre ressource en eau, c'est l'eau de surface sur leur forêt agglomération. Toutes ces politiques que nous menons, elles sont pour améliorer la qualité de l'eau. Et quand on améliore la qualité de l'eau prélevée, on diminue les coûts de traitement. Et là, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet. Si je prends une comparaison, qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps, dans le Rhône, la prise d'eau, une des prises d'eau en tout cas, est en aval des usines de Faisin. Vaut mieux habiter Montarcher. Traiter l'eau dans ces conditions, voilà. Feur aujourd'hui, qui dépend du canal du Fourré quasiment à 100%, ne peut pas prélever dans la Loire parce que les captages à cette zone-là sont pollués de je ne sais plus quoi, qui fait que traiter l'eau ne serait pas possible. Donc voilà, c'est-à-dire sauvegarder, préserver l'environnement, les rejets dans la nature, les rejets dans l'eau, dans nos rivières, c'est tout aussi fondamental que d'aller investir dans une usine de potabilisation. Voilà, je vous alerte parce que voilà, on a tendance à regarder le budget de l'eau uniquement par ce prisme, mais il faut savoir que ce qui se passe à côté est tout aussi important. Thierry. Merci Christophe. Deux petites choses. La première, vous avez vu qu'on investit quand même beaucoup sur les budgets d'eau et d'assainissement. On est très inquiet sur les montants des subventions qu'on touche aujourd'hui de l'agence de l'eau. Je ne parle même pas du département parce qu'on est très proche de zéro. Donc là ça nous force aussi à faire des efforts conséquents pour aller continuer d'investir malgré la baisse des subventions. Et la deuxième chose, Thierry, il faut que tu saches qu'on ne fait pas des budgets à 2 ans, on fait des budgets plutôt entre 5 et 10 ans.
Parce qu'on essaye quand même avec les perspectives qu'on a de travailler non pas à très court terme, mais surtout à plus long terme. Donc quand on fait les prospectives dans ce qu'on vous prépare, ce qu'on vous présente, c'est 2025, tu penses bien que nous, on est allé beaucoup plus loin dans nos prospectives pour se dire qu'est-ce qui va se passer en 26, 27, même jusqu'en 2030, 2032. Donc on ne fait pas juste des petits budgets sur 2 ans. Bernard? Oui, je voulais simplement revenir sur ce qui avait été dit sur l'aspect un peu écologique. Effectivement, actuellement, toutes les nappes phréatiques du Rhône sont tellement dans un état désastreux qu'il a fallu modifier les normes sanitaires pour qu'on puisse toujours alimenter les réseaux publics. Donc, Comète. Bon, on va justement continuer à investir, comme je le disais, avec nos moyens, mais c'est vrai que vous le voyez, en termes de dépenses d'équipement, on est quand même sur du 9 millions d'euros pour cette année. Et ces 9 millions d'euros, ils vont se décomposer comment? Le tableau qui suit, s'il vous plaît. Voilà, on retrouve en équipement 792 000 euros, dans l'équipement de la construction d'un local technique à Saint-Jean-Solé-Mieux pour 500 000 euros, des logiciels de télégestion pour 17 000, des licences également pour des logiciels, du matériel d'exploitation et d'outillage pour 120 000 euros. On a bien sûr des branchements neufs pour 800 000 euros, des maintiens de conditions opérationnelles. On a des travaux sur des stations, mais assez peu, tout compte fait, 50 000. Par contre, beaucoup de réseaux, beaucoup de travaux sur les réseaux, 4 millions d'euros, donc encore plus que l'année dernière, et notamment 24 projets qui sont prévus en 2025, avec notamment l'interconnexion La Pompée, les Méchins à Précieux, 350 000 euros, le chemin de Venette à Lavala sur Rochefort, 280 000 euros, Dardanais à Palogneux, 250 000 euros, l'entrée du Bourg à Noir-Étape, 247 000, la rue des Roches à Saïsou-Couzan, 220 000 euros, et la rue de la Chaux à Bouin pour 200 000 euros. On a également quelques études pour 180 000, de la télégestion pour 250 000 et une APCP également importante, la station du Pleuvet pour 2,2 millions, ce qui nous amène à 9 22 000 euros d'investissement en termes d'eau potable. Y a-t-il des questions? Non. Après tout ce qu'on a, l'échange qu'on a eu. Y aurait-il des votes contre? Y aurait-il des abstentions? Merci pour cette validation. Juste une petite slide qui suit. Il restera encore deux autres budgets annexes à voir pour vous montrer l'investissement total que représente ce qu'on vient de voir à l'instant. 37 millions d'investissements sur le budget principal, 6 millions sur les ordures ménagères, 6 millions 6 sur l'assainissement, 9 millions sur l'eau, ça fait 59 millions d'investissements sur 2025 par Loire Forêt Aglo. C'est 59 millions qui vont à destination des entreprises, pour la plupart du territoire, pour faire fonctionner les entreprises, mais également donner du travail à nos habitants. Et c'est un vrai gros investissement, je crois, de souvenir de VP Finance. En tout cas, c'est le plus gros du mandat. Et je pense que c'était important de le souligner. C'est pour ça que j'ai voulu faire une petite consolidation, parce que vu comme ça, je trouve que c'est parlant quand même. 59 millions d'euros, bravo. Oui. Je voudrais, à travers ce que tu viens de dire, Olivier, d'abord saluer l'ensemble des équipes de l'exécutif, mais vous saluez vous toutes et tous. Quand on investit 59 millions, que depuis le début du mandat, au final, on n'a pas touché aux taxes, qu'on lève une GEMAPI de façon constante et qu'effectivement on baisse pour une partie du budget, tout ça, c'est pas du miracle. Ça veut dire qu'on se retrousse tous les manches et que pour faire tourner la boutique, il y a aussi besoin de personnel qui, je le rappelle, représente, après les recettes, 24% de nos budgets. Je vous rappelle que dans les communes, c'est pas vraiment ça. En général, le personnel représente plus de la moitié du budget. Donc, je continue de dire que sur la commande publique, on a pas mal de travail à faire. Les consignes ont été données à la fois au DGS et aux équipes juridiques. On parlera commande publique après. De plus en plus, Loire Forêt Agglomération ira vers des marchés négociés. On a
une piste de travail énorme là-dessus. Alors, ça prend un peu plus de temps, ça demande un peu plus d'anticipation, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Tout ça pour dire que les 59 millions, et je vais paraphraser Olivier, oui, c'est important, mais c'est aussi salué par les professionnels, parce que ce soit le BTP ou que ce soit les représentants des travaux publics, saluent en tout cas la parole tenue de LFA, qui est de continuer d'investir, même si les temps sont quelque peu troublés. Et je rappelle qu'en plus, on est capable de rembourser notre dette en moins de 4 ans, ce qui est assez performant. J'ai pas fini, Président. J'ai encore 3 petits budgets annexes. Le budget annexe réseau de chaleur, mais on n'a pas de support. Réseau de chaleur, vous savez, c'est un système de chaufferie bois à l'Uriec qui alimente entre autres nos bâtiments communautaires réseau. Et la prévision de la section de fonctionnement s'équilibre à 19 600 € avec une subvention du budget principal de 12 500 €. C'était dans votre note de synthèse qui vous a été transcrite. Y a-t-il des questions sur ce budget annexe réseau de chaleur? Non? Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour ce budget. On a un autre petit budget annexe qui est l'atelier partagé où il y a quelques évolutions d'ailleurs dans les locaux situés à Bouin avec des arrivées et départs d'entreprises, on va dire. Et également un budget qui s'équilibre en fonctionnement avec une subvention du budget principal de 70 700 € et un budget qui s'équilibre à hauteur de 83 500 € en fonctionnement, 19 500 en investissement. Y a-t-il des questions sur les ateliers partagés à Bouin? Non? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci pour ce budget. Et le dernier budget annexe sur lequel on a à se prononcer regroupe tous les budgets annexes des zones économiques et il concerne 21 opérations d'ailleurs qui sont aujourd'hui en cours de commercialisation. Sur ces zones économiques, vous avez dans la note de synthèse aussi la prévision globale donc des dépenses et recettes de fonctionnement en 24 491 000. Vous aviez le détail dans la note de synthèse entre les pages 17 et 23. Vous avez les mouvements réels qui sont à 5 401 000. Y a-t-il des questions également sur ces mouvements sur les zones économiques? Et s'il n'y a pas de questions, on pourra peut-être passer au vote. Qui serait contre ce budget annexe? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. J'en ai fini, Président. Merci Olivier pour ces présentations, toujours aussi claires, toujours aussi précises et finalement, dans un temps relativement... Ça aurait pu être plus court. Ah oui, mais les débats sont importants, donc voilà. Mais en tout cas, merci. On va essayer de continuer sur le même rythme. Et donc, passer au rapport d'activité 2024 qui n'est pas soumis à un vote. Plutôt que de vous faire un long discours sur le rapport d'activité, il est prévu un film qui dure 3 minutes et des brouettes. Ce film sera téléchargeable pour chaque maire qui devra présenter le rapport d'activité dans son conseil municipal. Et si vous voulez développer, vous aurez un fascicule à récupérer à la fin de ce conseil communautaire.
Merci au service communication d'avoir réalisé en interne ce rapport d'activité. Il est sur une musique plutôt apaisante. Et je vous invite à le diffuser dans le conseil municipal comme rapport d'activité. Et c'est assez parlant. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des remarques sur ce rapport d'activité? S'il n'y en a pas, on poursuit avec Yves Martin qui va nous parler de de commande publique. Pas de Brésil. Rebonsoir à toutes et tous. Deux marchés ce soir au programme de la commande publique. Le marché, tout d'abord, de construction de la station de traitement des eaux usées du bourg de la commune de Chambles. Un marché qui va s'étaler sur une année avec 4 semaines de préparation, 28 semaines de travaux et 20 semaines de mise au point. La date prévisionnelle est prévue, de début des travaux est prévue le 1er juillet 2025. 3 candidatures ont été reçues et déclarées conformes pour ce marché et l'estimatif est de 952 410 € hors taxe. Et il vous est demandé, si vous en êtes d'accord, il y a aussi les critères que je ne vous ai pas donnés, à savoir le prix 40% et la valeur technique 60%. Et il vous est proposé d'attribuer le marché à l'entreprise LMTP Jean-Yves Porte pour un montant estimé maximal de 965 028,80 €. Y a-t-il des questions? Donc nous pouvons passer au vote qui est quand? Ah, ça m'étonnait aussi. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Oui, je note quand même que par rapport à l'estimation, qu'il y a une augmentation par rapport à l'estimation, et dans le marché qui va suivre aussi. Est-ce que c'est une tendance? Parce que normalement, en ce moment, on est plutôt dans un schéma contraire. C'est bizarre qu'ici, on ait des augmentations par rapport aux estimatifs. Alors, je m'attendais à la question de Pierre Liardi. Par rapport à ça, j'avais demandé à titre personnel pourquoi on était aussi bas. Et d'ailleurs, la commission d'appel d'offres s'était également posé la question. Pourquoi on était aussi bas dans l'estimation? Cette estimation datait de plusieurs années et ça a été réactualisé au fur et à mesure, puisque c'est un marché qui date dans sa conception. Et du coup, effectivement, on était un peu en dessous. Alors, pour vous dire quand même, c'est que bien que ce soit au-dessus, et ce sera le cas du marché qui suit, comme tu l'as souligné, Pierre, on est quand même, on travaille avec le moins cher et le meilleur techniquement, malgré cela. Mais effectivement, on est au-dessus de l'estimatif. D'autres questions? Merci, Président. Alors, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le deuxième marché est le marché de travaux d'aménagement de voirie de la rue de la Libération à Saint-Marcelin-en-Forêt. Là, il y a 2 lots. Le lot 1 pour les travaux de voirie, le lot 2 pour la signalisation tricolore. 4 prix nous sont parvenus en réponse à ce marché et les 4 ont été déclarés conformes. Un estimatif de 720 000 € hors taxe pour le lot 1, 60 000 € hors taxe pour le lot 2. Avec les critères de jugement des offres de 55% pour le prix et 45% pour la valeur technique pour le lot 1 et 60% pour le prix et 40% pour la valeur technique pour le lot 2. Donc là, effectivement, il y a un estimatif qui est inférieur pour le lot 1, mais un peu plus haut pour le lot 2. Donc là, c'est pareil. On vous propose, si vous en êtes d'accord, d'attribuer le lot 1 à l'entreprise Eiffage Route Centre-Est pour un montant de 797 959,95 € hors taxe, et le lot 2 à l'entreprise Bouygues Énergie Service pour un montant de 33 172,50 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Alors, nous passons au vote. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité.
Merci Yves pour cette présentation. Jean-Paul Forestier sur un sujet à la Croix-Messant. C'est la Croix-Messant à Saint-Minieux et l'allocation d'une parcelle à la société Celnex France Infrastructure en vue de l'installation sur ce secteur d'une antenne pour la téléphonie. Il vous est demandé d'approuver ce soir la mise à bail de cette parcelle aux conditions suivantes. Une redevance annuelle de 5 000 €, augmentée de 2% chaque année, et de 1 000 € pour un nouvel opérateur. Sur une surface louée de 54 mètres carrés et une durée totale du bail de 12 ans, renouvelable tacitement tous les 12 ans. C'est avantageux pour la collectivité. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui, bon, c'est sûr que apparemment c'est bien négocié parce que chez nous dans les communes, on a des antennes aussi, on a de la peine à avoir les mêmes locations. Et surtout, on a une insistance importante de Cenex de vouloir acheter le parcellaire pour éviter de payer une location. Donc, apparemment, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, ils louent encore alors qu'ils essayent d'acheter ailleurs. Vous avez pas reçu des échos? Alors, oui, là-dessus, je n'ai pas d'éléments particuliers à soumettre, mais il faut savoir que cette location, elle est sur un délaissé de terrain à la Croix-Messant, qui n'est pas utilisable pour la partie commerciale de la zone, et près de la bâche à incendie. En ce qui concerne les communes, j'ai pas assez d'éléments pour te répondre, savoir si, bon, c'est ouais. Alors, en plus, Bonbon-Brison a un trafic important, avec des opérateurs qui peuvent surgir autres que là, c'est pour Bouygues. Il peut y avoir d'autres opérateurs qui peuvent s'ajouter. Oui, moi je suis concerné par cette société, Sinilex, qui a également pris un relais sur ma commune et en plus chez moi. Mais moi, bon, étant donné que ce relais était dans ma propriété, en tant que maire, j'avais décidé de tout donner aux francs symboliques à ma commune. Aujourd'hui, l'acte est écrit, je ne peux pas le signer, hein, puisqu'il y avait une délibération qui avait été prise avec mon adjoint de signe pour la commune et moi en tant que propriétaire, parce qu'on s'est rendu compte dans le bail que j'avais, il fallait un accord de la société Sinilex. Alors, je suis beaucoup embêté parce que il me proposait une grosse somme pour 66 mètres. Je sais, je suis en contact avec d'autres maires du département de la Loire, en particulier le maire de Pouilly-les-Nonains, qui, eux, la commune, ils ont cédé, mais c'était un terrain communal, c'était pas privé. Alors, moi, je suis beaucoup embêté parce que j'attends la signature de ce transfert de propriété à ma commune pour retransmettre le bail après. Et ils veulent tout acheter parce qu'ils me disent que j'ai dit, mais il n'y a pas question qu'on enlève ce relais. Il me dit, mais un jour, vous ne serez plus maire, peut-être dans pas longtemps. Si un maire dit, nous, on fait un bail avec une autre société, eh bien, ils enlèvent les relais. Alors, c'est quand même, il y a même la Fédération des maires de France qui m'a appelé en me disant de faire très attention, parce qu'en tant que maire, ça veut dire que je pourrais être attaqué en disant j'ai profité de mettre le relais dans ma propriété. En plus, le relais est chez moi, la ligne électrique monte tout chez moi. Du coup, j'ai pris la décision et j'ai averti Sinilex que je ne négocierai pas pour le moment, malgré qu'ils m'ont proposé une grosse somme. Je vais signer l'acte et après, on verra la commune sur ce mandat ou prochain mandat, qu'est-ce qu'on fait. Mais je sais que ça va même passer à la télévision. Ma secrétaire de mairie m'a dit que dans beaucoup d'endroits, ils voulaient racheter l'implantation des relais. Alors, je confirme ce que tu viens de dire. Nous sommes également sur Montbrison concernés par des demandes de rachat des terrains sur lesquels ils sont locataires. J'ai eu l'implantation d'antennes relais comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu m'en mêler. Au départ, ils étaient sur un terrain privé. Petite polémique. On arrive à faire déplacer l'antenne pour éloigner le sujet. Mais sauf que pour la déplacer, je l'ai installée sur un terrain communal. Après, on m'a reproché de vouloir faire du fric avec l'antenne relais. Bref, c'est pas grave. Elle était déplacée, tout le monde y est bien. Et maintenant, ils viennent vouloir racheter le terrain à un prix qui fait que c'est rentable pour eux en 6-7 ans. La réponse est non. Donc là, j'ai eu droit à la menace, on va déplacer l'antenne. Je vais déplacer l'antenne. Bon, moi, j'allais chercher un autre terrain, machin, tout.
Bon, pour l'instant, ils sont toujours locataires et c'est un rapport de force où effectivement, ils mettent pas mal de pression pour acheter le terrain et ne plus les louer, mais vous n'êtes pas obligé de les vendre. Et vu le contexte d'implantation d'antennes relais, je ne suis pas sûr que ce soit si simple quand même de ça. Il faut savoir que ces sociétés donc, sont des sociétés de commercialisation de pylônes qui n'ont rien à voir avec l'opérateur, qui des fois n'est même pas au courant de ce type de démarche indirecte. Sachant que nous, et on insiste très lourdement sur l'implantation des antennes, et c'est ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on prévoit déjà dans la convention 1 000 € par opérateur supplémentaire, c'est qu'on les pousse vraiment, le jour où ils mettent un pylône, à ce que ce soit un pylône mutualisable. Ça qui est important, que les opérateurs se greffent dessus, mais pour ça, il faut que le pylône soit prévu du départ, enfin pas l'île, pas la loupe, mais c'est... Voilà, faut le dire du départ et être assez ferme. Sachez que ces implantations ne sont pas si simples que ça pour eux, en sachant qu'ils ont l'obligation hein, par l'État. Il faut savoir que l'État les oblige à ne plus avoir de zone blanche. Donc, ils ont la pression et l'État peut nous mettre la pression aussi en nous obligeant à être d'accord, puisque si on n'est pas d'accord, c'est des téléphones portables qui ne pourront pas répondre. Dans certaines circonstances, voilà. Donc, tout ça n'est pas simple, mais tenez bon, vous n'avez aucune obligation de rien, mais ils mettent la pression, oui, je confirme. Choisi dans les zones blanches, il y avait 6 communes dans le département de la Loire qui avaient été prises. Moi, je ne vais pas trop tarder à la Loire. Il y en a qui attendaient 10 ans, mais étant donné que le ministre était venu chez moi. Et je ne comprends pas qu'ils ont le droit d'enlever des pylônes, que ça a tout été financé par l'État, puisqu'on n'a rien payé du tout. Et ils me disent, si un jour vous changez d'opérateur, on enlève le pylône. Je trouve que ce n'est pas normal. J'en ai parlé aux députés, il y a même eu un débat pareil à la Mais ils ne l'enlèveront pas. Ils ne l'enlèveront pas. Ça, c'est de la pression. Joël. Oui, il faut savoir qu'à l'origine, les pylônes étaient aux opérateurs. Et ils ont voulu faire de la trésorerie, donc ils ont revendu les pylônes. Et après, c'est ce qu'on appelle les towerco qui ont racheté, qui entre eux se rachètent couramment. Et les pylônes de 100 000 €, et les opérateurs les ont vendus en gros 300 000 €. C'est des moyennes. Donc aujourd'hui, c'est clair que et déplacer un pylône, c'est 100 000 €. Et là, donc on est démarché aussi par, je cherche le nom, là, Valocim. Et il faut savoir que, en fait, parce que moi j'ai demandé un bail fictif à Valocim, parce qu'apparemment il y a une petite ligne qui précise que s'ils n'ont pas d'opérateur, ils peuvent se désengager du bail. Et en fait, il faut savoir que vu qu'ils ont acheté ces pylônes à des prix d'or, aujourd'hui, ils préfèrent le déplacer que de laisser partir le bail à un autre. Et là aussi, les opérateurs sont engagés avec eux. Donc nous, on a des baux qui sont sur 12 ans, mais souvent les opérateurs sont engagés avec eux pour 20 ans ou 30 ans. Donc c'est ce qui fait que, bon, en gros, c'est tout rattaché l'un dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des communes aujourd'hui qui se retrouvent en zone blanche, parce que le temps qu'ils démontent, qu'ils remontent un pylône, eh ben, il peut passer 6 mois sans opérateur. Bien, Jean-Paul. On va voter pour le bail de Loire-Forêt. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Eh bien, on poursuit avec un avenant financier présenté par Patrick Ledieu. Bien, bonsoir à tous. Comme chaque année, nous allons parler de l'avenant financier à la convention cadre avec l'agence d'urbanisme Épure pour l'année 2025. Vous le savez, Loire-Forêt Agglomération adhère à Épure, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise, et bénéficie de ses services d'ingénierie mutualisés pour ses politiques d'aménagement et de développement. L'ensemble de ces missions d'Épure s'inscrit dans un programme partenarial mutualisé qui s'articule autour de 2 types de missions. D'une part, les missions du socle partenarial qui visent à permettre aux partenaires de bénéficier d'outils mutualisés, d'éléments d'observation utiles à tous dans la prise de décision politique. Et d'autre part, les missions transversales d'ingénierie et d'expertise thématique en accompagnement de ces partenaires. Le calcul de la cotisation à l'agence en 2025 se décompose donc de la manière suivante. Pour la partie cotisation statutaire fixée chaque année par les instances de l'agence d'urbanisme, conformément à la charte partenariale, cette cotisation s'élève à 1,60 € par habitant en 2025, contre 1,50 € par habitant en 2024.
soit 190 747 euros pour Loire-Forêt Agglomération, et c'est inscrit au budget de fonctionnement. La subvention complémentaire pour des actions complémentaires demandées par les membres inscrites au programme partenarial. En 2025, cette participation s'élève à 499 211 euros pour Loire-Forêt Agglomération, inscrit au budget d'investissement. En 2025, Loire-Forêt Agglomération a un intérêt marqué sur différentes missions inscrites au programme partenarial de l'agence, et notamment sur la poursuite de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, là, je ne veux pas vous surprendre, l'appui à l'élaboration du bilan du PLH et l'appui à l'élaboration du PCAET. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Eh bien, je vais vous proposer de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Patrick. En l'absence de Patrice Couchot, je vous propose de vous présenter la délibération numéro 12 sur l'eau potable. C'est une délibération qui modifie la convention que nous avons avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. D'une part, parce que la redevance que nous devons verser à l'Agence de l'eau, que le particulier paye sur le prix de l'eau, a changé de nom. Et de deux, c'est qu'à partir du moment où les sommes sont supérieures à 200 000 euros, le versement doit être trimestriel. Pour ces raisons, la convention qui a été signée en 2021, avenantée en 2022, doit être modifiée en 2025. Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez bien compris que c'était plutôt une formalité. Je laisse la main à Thierry Hareux pour des questions d'assainissement et là encore de convention. Merci, Président. Oui, on va voter trois conventions différentes, mais elles concernent en fait la même chose. C'est que la station d'épuration d'Andrézieux gère les eaux usées de Saint-Just-Saint-Ambert, Bonson et d'Andrézieux. Et donc, au 1er décembre 2024, le nouveau délégataire, c'est la SOR. Donc, il faut qu'on re-signe les conventions pour pouvoir reverser la repartie au syndicat des Trois Ponts. Donc, la première, c'est pour la reversion, enfin la facturation et la reversion de la redevance assainissement collectif pour la commune de Bonson. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. La délibération suivante, c'est la même chose, mais pour la commune de Saint-Just-Saint-Ambert. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Et la dernière convention, c'est pour la redevance pour la ZAC des Plaines qui est située sur trois communes, mais là, essentiellement 2 communes où on collecte. C'est Suresnes-Comtal et Bonson. Donc, est-ce qu'il y a aussi des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Merci Thierry. On termine par 2 sujets. Tous les sujets ont été finalement assez positifs, mais ces 2-là sont pas mal. On a parlé environnement tout à l'heure. On reconduit un appel à projet. Marie-Gabrielle Pfister. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Comme l'année dernière, c'était nouveau, il y avait eu l'appel à projet Investir pour la biodiversité. Il est reconduit cette année. Pour rappel, on souhaite favoriser des projets participatifs et partenariaux pour favoriser la biodiversité. L'année dernière, il y avait 7 projets qui avaient été retenus. Je vous propose déjà de me poser des questions si vous en avez. Sinon, on va passer au vote en vous rappelant que je vous demande d'approuver cette année, l'enveloppe budgétaire sera de 50 000 euros. D'approuver le lancement de cet appel à projet avec un règlement qui est en annexe, mais que vous avez eu dans les pièces annexes, et de m'autoriser à signer les documents relatifs à la validation au versement des aides auprès des lauréats pour un minimum de 1 500 euros et un maximum de 12 000 euros dans la limite maximale de l'enveloppe budgétaire allouée de 50 000 euros. Oui. Si quand même, vous pouvez nous donner un petit peu le détail des projets qui ont été retenus, enfin succinctement, l'année passée? Pas, mais je vais les retrouver. L'année dernière, on avait... Le lauréat, pour moi, c'était la lutte contre le frelon asiatique. Oui, exact.
puisque dans ce projet d'appel à la biodiversité, on a une ligne qui est de subventionner la lutte contre les espèces envahissantes. Le frelon asiatique en est une, comme la renouée du Japon, etc. En fait, on te donnera, c'est une très bonne idée, il faut qu'on fasse un Oui, bilan. moi j'ai le nombre, c'est 7, il y a eu 7 Ouais. projets qui ont été financés. Mais il a raison, il faut qu'on fasse un bilan et un retour. En fait, c'est des associations qui ont été aidées pour des différents projets. Il y a dans les projets les végétalisations de cours d'école. Oui, puis c'était des projets qui étaient participatifs, c'était pas les Portés par communes, une mais il y assoce. avait des associations qui, par exemple, des cours d'école, des choses comme ça, mais l'école était communale, c'était une participation avec plusieurs partenaires. On vous invite à communiquer sur cet appel à projet. Pour que vous puissiez communiquer, peut-être qu'on vous enverra un lien, un résumé. Pour avoir feuilleté rapidement le rapport au format papier. Laisse-moi finir. Et pourquoi pas le bilan de l'année d'avant? Et en partant, vous avez une affiche à récupérer pour lancer l'appel à Biodiv pour que ce soit connu. Vas-y, Marie-Gabrielle. Je me permets, je suis désolée, je n'avais pas entendu. Il me semble, pour avoir feuilleté le rapport de cette année, que dans le magazine qui est à votre disposition, il y avait les projets qui avaient été retenus. Bon, en tout cas, on répondra à ta demande. Faut voter quand même. Bon, alors qui serait contre? Un contre. Voilà. Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Popotchef. Evelyne Chouvier. Je vais vous parler de l'appel à projet qu'il y a eu et qui s'appelle Popotchef et qui a commencé dimanche à Sury. Et quelle belle ville, effectivement, je confirme, Thierry. Simplement, en 2024, ce projet de création artistique, donc qui s'appelle Popotchef, a été donc initié et coordonné par Goutla. C'était l'axe 3 de notre projet culturel de territoire dont je vous ai parlé plein de fois, qui était d'accompagner les transitions du territoire. Les enjeux étaient aussi portés par le projet alimentaire territorial. Alors, le projet Popotchef avait pour objectif d'explorer et investir culturellement la question de l'alimentation, un enjeu fondamental de la transition écologique. Le deuxième point, c'était refaire société autour de l'alimentation à l'échelle du territoire, grâce à l'outil artistique et à l'implication des acteurs locaux et des habitants. Et puis le troisième point, c'était impliquer des personnes en portant un regard sur les droits culturels de chacun et de favoriser le fait d'agir au niveau de chaque habitant. En 2027, donc, il y a un deuxième volet, c'est un concours culinaire du style Top Chef, on va dire forésien, parce qu'on n'a quand même pas les moyens de cette émission-là. On a réuni une quarantaine de personnes qui se sont inscrits, alors soit parce qu'ils se connaissaient, soit au contraire des individuels. On a constitué 4 brigades et donc ils vont relever des défis de cuisine dans différents lieux du territoire. Donc la première épreuve avait lieu donc dimanche à Sury, au sein de la foire de printemps, hein, c'est ça. Voilà, il y aura une seconde manche sur le Pays de Noir-Étable et une troisième à Montbrison le 18 mai et la finale le 5 juillet à Bouin. Donc je vous invite à être aux côtés de Madame le maire de Bouin pour cette finale et franchement c'est super sympa. Donc aujourd'hui on vous demande, donc Loire-Forêt apporte un financement exceptionnel de 25 000 € dans le cadre du projet culturel de territoire et on met 1 500 € en communication. Donc, on vous demande d'approuver cette convention d'objectifs et de moyens avec Goutla pour mener ce projet à bien et d'approuver cette subvention exceptionnelle de 26 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un serait contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a de la dégustation, donc on goûte. Voilà. Voilà, il y a un jury et on goûte les produits qui sont faits. Voilà, merci. C'est vraiment un concept très proche de ce qu'on voit à la télé, puisque en l'occurrence à Sury, il devait faire 100
préparation. Donc, il y a 100 personnes, 100 bouchers qui ont pu, 100 personnes qui ont pu goûter les bouchées. Et il y avait 5 équipes, donc ça fait 500 choses à déguster. Donc, voilà. Et je ne sais pas, je suis parti avant que Yves, s'il a goûté tout, je ne sais pas. Y a-t-il des questions sur les décisions et conventions, contrats du président? Oui, Julien. Marche pas? Si. Juste une sur la page 7. Le bas de la page 7, il y en a une qui est pas lisible. Alors, sauf si c'est mon appareil informatique qui fonctionne pas bien, mais la 189. La 189. Qu'est-ce qu'il dit? On n'arrive pas à la lire. Eh ben, il faudra que la 189 soit lisible. Merci Julien, ça prouve que tu lis. Donc, on devra rééditer. Ah bah oui, effectivement, oui. Donc là, on repassera la décision pour qu'elle soit lisible et je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Il n'y a pas de piège, hein, j'ai rien voulu cacher, mais voilà, je ne sais pas. En partant, le prochain conseil communautaire est le 13 mai, donc ce sera entre autres les comptes administratifs. En partant, vous pourrez récupérer l'exemplaire. Oui, non, tu vas encore parler. Le rapport d'activité sous forme papier. Vous aurez le lien vidéo dès ce soir, l'affiche pour l'appel à manifestation d'intérêt biodiversité que Marie-Gabrielle vous a présenté, et puis nous allons nous retrouver avec le verre de l'amitié, et justement, on va avoir Popotchev. Non, en fait, on devait avoir Popotchev, mais Valérie Goutfard n'est pas là, et du coup, ça tombe à l'eau. Non, je plaisante, mais comme il est toujours derrière le bar, je me disais, tiens, on va faire Popotchev avec Valérie, mais non, c'est pas bon, il n'est pas là. Vas-y, dis-moi. Ah, pardon, attends. Si tu m'y autorises, je voulais juste dire un petit mot, parce qu'à Pologne, on n'a pas les moyens de communication de LFA. Ils sont un peu plus petits, c'est vrai. C'est comme ça, c'est un constat. Donc, non, je voulais dire que le 24 avril, à 20h, il y a un concert extraordinaire à Palogneux, dans notre salle des fêtes. C'est des grands musiciens qui viennent jouer de la musique baroque française. C'est un musicien qui est venu un jour à Palogneux, avec l'école de musique de Bois, et qui s'est trouvé inspiré dans cette salle. Et il m'a retéléphoné après, il m'a dit, il faut absolument que je revienne jouer dans cette salle, parce que j'y suis bien, ainsi de suite. Donc, c'est un type qui est un professionnel, enfin, ils vont être 2 ou 3, je crois. Donc, c'est vraiment un truc de qualité dans un village de 70 habitants. Donc, venez, l'entrée est libre, ils mettent un chapeau à la sortie, enfin voilà. C'est vraiment artisanal, mais c'est de très grande qualité. Le 24 avril, tous, à 20h. À 20h, dans la capitale du Forêt, Palogneux. La séance est levée. Merci.